Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec le deuxième ligne de 2 mètres, plus grand que Michael Jordan lui-même, c'est Théodore de Saint-Remy. Salut TK, oui, un petit peu plus grand que Michael Jordan, mais quand même beaucoup moins talentueux, faut être honnête et lucide. Bah, tu connais mieux le rugby quand même, donc ça c'est l'objectif de notre pod, c'est de parler de rugby. Nous, on se connaît depuis très longtemps et normalement il y a Charlie Bayer qui est avec nous, mais là aujourd'hui il se manifeste. Oui, c'est le 1er mai, alors Charlie on l'embrasse évidemment, mais il est fortement occupé à battre le pavé, voilà. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est très français, je trouve. C'est un holiday qu'on n'a pas forcément aux États-Unis. Donc, je connais moins, donc j'apprends tous les jours. Par exemple, qu'il n'y a pas de presse aujourd'hui. Je ne savais pas. Pas de presse écrite, effectivement, le 1er mai, tradition, oblige. Mais le 1er mai, c'est la fête internationale du travail, hein. C'est pas qu'en France, Thierry. Ah oui, oui, c'est vrai, mais tu sais, nous aux États-Unis, déjà, les vacances et tout ça, on est un peu allergique. Et c'est pas le travail entre nous deux aujourd'hui, c'est le plaisir parce qu'on va parler de rugby, de notre sport préféré. Juste un petit merci avant de démarrer à Adrien. Il nous a donné 5 étoiles. Il a dit c'est le podcast pour refaire le match avec des potes. Je pense qu'il a tout compris, Adrien. Il a tout compris, Adrien. Bravo, Adrien. Tu es toi aussi un pote du pack. Oui, donc merci à toi, Adrien, et merci à tous nos écouteurs de mettre un petit mot, un petit like sur les différentes plateformes de podcast. Ça nous fait du bien. Théo, est-ce que je peux démarrer par ma minute américaine? Évidemment, et moi en plus, j'aurais envie de te faire un petit clin d'œil américain aussi. Super. Bah écoute, on va démarrer pour info. En fait, j'ai un petit entretien à la fin de cet épisode-là. C'est avec Jérémy Chopard. J'en ai déjà parlé. Jérémy, il travaille assez à Brive, mais aussi il a un autre projet qui est super sympa. Ça s'appelle CJ Emersons. Et il envoie des jeunes Français jouer au rugby aux États-Unis. Donc, on va parler avec lui plus en détail par rapport à ce projet. C'est très chouette. Mais en fait, j'étais étonné parce que je me suis réveillé vendredi et j'ai complètement oublié. C'est des NFL Draft. En fait, ça avait commencé jeudi. Et en fait, oui. Donc, et en plus, mon club à moi, the Carolina Panthers, ils avaient le premier draft pick. Et en fait, mais j'étais complètement à l'ouest par rapport à ça. Je pense que c'est la preuve que rugby est devenu mon sport de préférence. Oui, alors moi, j'attendais peut-être des bonnes nouvelles en provenance d'un garçon qui s'appelle Junior Aho, A-H-O, je ne sais pas trop comment on dit ça, qui est un Français, qui est defensive tackle, et qui fait quand même 1m93 pour 117 kilos. Alors, il espérait être drafté, j'ai l'impression qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il va aller dans un camp, et peut-être qu'il aura, sait-on jamais, tu te souviens ce qu'avait eu notre cher ami Richard Tarditz, le Walking Day. Ouais, en fait, ça, c'est différent parce que Walking Day, c'est que pour college, en fait. C'est que l'université. Mais oui, c'est vrai qu'il peut être drafté ou il peut être aussi undrafted et après, il est pris sur les camps. En fait, ça, il faut plutôt écouter notre épisode avec Philippe Gardon, qui est passé par là, qui était sur plusieurs équipes de NFL, qui était dans le training camp et tout ça. Donc, il en parlait pas mal. Bah, écoute, c'est marrant parce qu'on est là pour parler quand même du rugby. Et il y avait un petit épisode d'embrouille entre coachs dans la MLR, la Major League Rugby, où en fait, un des coachs des Houston Sabercats, il a quand même giflé un autre coach, mais bien comme il faut, comme un vieux catch des années 90, avec tous les doigts bien éclatés. C'est comme ça, bam! Il a giflé l'autre, qui a donné un petit coup de poing. Et en fait, c'était même mieux que celle du Euro sur Fabien Galtier, je trouvais. Donc, ça montre un peu l'émotion de rugby aux States en ce moment. C'était peut-être pas aussi bien que celle de Will Smith aux Oscars. Oh là là, non, pas du tout. Mais ça rafraîchit plus. Mais en fait, le mec s'appelle Pot Humain. C'est un Sudaf. Tu vois, il s'appelle Pot. Peut-être je le prononce mal, c'est P-O-T-E. Et humain. Et je trouve ça assez drôle comme. Pot Humain, c'est un mec qui doit faire une interview au pack de potes, ça. Ah, je pense. Je ne sais pas si je parle Sudaf, mais il parle forcément anglais. Allez, en parlant d'émotions et sport, il y a quand même des NBA playoffs en ce moment. Et j'ai pu regarder un peu Steph Curry. Le mec, il a marqué 50 points hier soir. C'était formidable à regarder. Le mec, il n'est pas plus grand que moi. Il court tout le monde en surf, quoi. Et c'est incroyable, 50 points. Donc, bon, le NFL, je regarde un peu moins, on va dire, mais le NBA, quand même, c'est les playoffs. Il y a LeBron James et Steph Curry qui sont dans le deuxième tour de playoffs. Je trouve que c'est un peu comme Sampras et Agassi, toi qui aimes bien le tennis. Il ne faut pas rater cette dernière occasion, je trouve. Je pense que avec Steph Curry, on tient un des très très grands talents de ce sport. C'est une méga star aux États-Unis maintenant. Il reste dans l'ombre d'un Michael Jordan ou même d'un Magic Johnson de la très grande époque qui ont vraiment écrasé l'image du basket.
mais il faut voir quand même ce que fait ce mec. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je voulais t'en parler. Donc, rappelons qu'il joue pour les Golden State Warriors, c'est-à-dire à San Francisco, sur la côte ouest. Pourtant, il vient de l'Ohio, hein, donc il s'est baladé quand même aux États-Unis pour faire carrière au basket. Et il a aussi battu le record de 3 points pour un match 7. Et pour nos auditeurs, le match 7, c'est que dans les playoffs aux États-Unis, la qualification se fait au meilleur des 7 matchs. C'est-à-dire que si on gagne 4-0, c'est fini, mais ça peut aller jusqu'à 1 partout, 2 partout, 3 partout, et le 7e match décide le vainqueur. Et donc, battre tant de records, mettre 50 points au match 7 pour qualifier son équipe, bah, c'est juste magnifique quand on aime la compète, quand on aime le sport. Et ce joueur-là, au-delà des 3 points, il faut voir la qualité offensive qu'il a dans la raquette et la capacité à trouver des trous de souris pour mettre des paniers quasiment les yeux fermés. C'est un magicien. Donc, ruez-vous sur YouTube, il doit y avoir les meilleurs moments de ce match 7 Sacramento contre Golden State. Et franchement, un régal. Bah, c'est très bien dit tout ça, sauf je vais te corriger un petit peu parce qu'en fait, pour moi, il est de Caroline du Nord. Moi, là d'où je viens, moi, surtout de Charlotte, parce que son papa était un professionnel, Del Curry, qui lui a joué en Caroline. Et en fait, il a joué à l'université, à UNC Charlotte, qui n'était pas loin de chez moi. C'était à 2 heures, on va dire. Donc, pour moi, c'est un North Carolina boy. Donc, je suis un peu fier de dire il vient de chez moi. Bref, il y a aussi LeBron James qui fait maintenant, il marque toujours 27-28 points par match et ça fait plus de 20 saisons. En gros, c'est le Alwyn Jones de NBA. Oui, LeBron James, on le présente plus et c'est vrai que lui, il est limite à jouer dans un Marvel. C'est parce qu'il a, en plus du talent, il a un physique absolument de surhomme en fait, ouais, de super-héros. Impressionnant. Bon, j'avais parlé de Alwyn Jones avec un raison, en fait, parce qu'il a fait sa dernière match avec les Ospreys après 18 saisons quand même. Donc, il va prendre sa retraite de rugby. Et il y a un autre Gallois aussi qu'on aime beaucoup, surtout Charlie, parce que c'est Josh Navadi. C'est le Dragon Dre 2, on va dire, qui va prendre sa retraite aussi. Oui, qui effectivement a annoncé ça il y a quelques jours. Moi, je suis absolument persuadé qu'Alwyn Jones, on va le garder dans l'univers du rugby. Il sera très certainement coach, manager, sélectionneur, etc. C'est un joueur qui a tellement marqué son sport pour son pays, qui, on le rappelle toujours, reste un petit pays en termes de population, qu'il va continuer, je pense, d'imprimer sa marque de géant lui aussi. Ouais. Un peu de mauvaise nouvelle pour toi, Racing Man, c'est qu'il y a un futur Racing Man. La mauvaise nouvelle pour nous tous dans le monde de rugby, parce qu'il y a le Colissi, le capitaine d'Afrique du Sud, qui vient de se faire une opération au genou. Donc c'est un peu dommage. Potentiellement, il va rater le Coupe de Monde. Là, ça serait vraiment dommage pour nous tous en tant que spectateurs, parce que c'est un sacré bonhomme. Oui, c'est aussi un leader charismatique qui est un joueur vraiment impressionnant sur le terrain et très élégant en dehors. Donc, on peut pas lui souhaiter effectivement autre chose que de se remettre le plus vite possible. Mais quelque part, si d'aventure il jouait pas la Coupe du Monde, ça nous arrangerait un peu en tant que Français, soyons un peu chauvins. Et en plus, il arriverait plus frais au Racing, donc j'y trouverais des satisfactions si d'aventure il avait le malheur de ne pas pouvoir la jouer. On lui souhaite quand même d'être sur le terrain. Oui, c'est ça. Écoute, dernière petite chose, j'ai vu que, en fait, pour 3 millions d'euros, peut-être, on pourrait acheter le Biarritz Olympique. Je ne suis pas sûr si tu as vu la même chose ou est-ce que c'était juste j'ai pas eu le temps pour lire l'article, mais est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut savoir, et on se l'est beaucoup dit, aujourd'hui, la plupart des clubs de rugby sont avant tout des centres de coûts. Donc, 3 millions d'euros pour perdre de l'argent pendant pas mal d'années, c'est encore beaucoup d'argent. Il y a énormément de clubs, et on l'a dit en Angleterre, qui sont en grande difficulté économique. Sur les clubs français, c'est un petit peu différent, notamment parce qu'ils ont, pour beaucoup, réussi à faire des révolutions populaires avec des stades pleins, ce qui change un peu tout, qui leur génère plus de revenus et plus d'assises économiques de ce point de vue-là. Mais à Biarritz, qui est en difficulté aussi de concurrence avec son voisin de Bayonne, et on l'a déjà dit pas mal de fois, 2 clubs qui prétendent à la première division à 5 km de différence dans un bassin économique relativement faible, encore une fois relativement, à part le tourisme, c'est se mettre en danger économiquement. Donc 3 millions d'euros, c'est pas cher et c'est même peut-être beaucoup parce qu'il faudrait en mettre certainement encore beaucoup pour refaire du Biarritz Olympique un club de premier plan.
Mais tu penses que nous deux, on connaît assez de personnes pour choper 3 000 euros, quoi? Non, on peut pas? 3 000, oui, 3 millions, non. Oui, c'est vrai, 3 000. Ah oui, j'ai mal lu, 3 000. Oui, ok, 3 millions, oui, c'est vrai. Il y a quelques zéros de plus. C'est ça. Oui, juste pour finir, un peu de mauvaises nouvelles pour le journaliste Mathieu Lartaud. Oui, c'est une image effectivement qu'on a pas mal vue. Mathieu Lartaud qui annonce sa mise en retrait, au moins provisoirement pour des raisons de santé, puisqu'il avait eu il y a longtemps une tumeur qui avait été soignée et là qui est revenue. Alors a priori une tumeur suite à une blessure au rugby, j'ai pas tout suivi. Et là très malheureusement il va devoir se faire amputer. C'est effectivement très très choquant. Je crois qu'il a eu et reçu énormément de marques de solidarité. Je pense que c'est forcément très important quand on attaque une pente raide comme celle qu'il va devoir affronter. Et puis il est un peu comme Anthony Gelonche, il a dit j'espère être prêt pour la Coupe du Monde. Donc c'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite dans ces moments très difficiles, d'avoir un objectif qui est de revenir, de pouvoir commenter cette Coupe du Monde et puis pourquoi pas être aux manettes de la finale de Français champion du monde. Je pense que ça pansera toutes les blessures et toutes les plaies. On est évidemment comme tous ceux qui sont frappés puis habitués à sa voix et à son talent de journaliste à ses côtés avec l'envie de le revoir très vite et de l'entendre très vite. On pense bien fort à lui. Pack de potes, terrain 10. Allez, on n'a pas mal de matchs pour aujourd'hui, mais on va démarrer par un match il y a quelques semaines quand même. C'était France-Pays de Galles. France-Pays de Galles à Grenoble. Il y avait 7 changements avant ce match face à une équipe de Pays de Galles qui quand même tenu 25 minutes contre l'Angleterre. Ben, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose à la fois. Au Stade des Alpes, le match démarre avec un stade vraiment plein à craquer. Ça démarre avec un en avant rouge. Et oui, ça va être un match comme ça pour eux aujourd'hui. Manager marque à 1 minute après 7-0. Trémouille hier avec une coup de pied sublime à suivre pour Banet, mais c'est un poil trop lent. 10-0 à 6 minutes. Et 2 minutes plus tard, il y a Trémouillère quand même qui offre un essai magnifique à Gaël Hermé avec un long coup de pied transversal. 17-0 à 11 minutes. Les Rouges essaient de dérouler leur attaque, mais elles sont face à un mur bleu. Banet déroule sur la côté droite. Elle mit les Rouges en danger. Carton jaune pour eux. Mais on n'en profite pas immédiatement. Il faut attendre jusqu'à 24 minutes avant le penalty de la mort. Mélissande Lorenz avec une balade tranquille chez les Rouges, 24-0. Il y a un Tupolupo qui galope chez nous, mais c'est une pilier galloise et c'est pas un centre écossais. La touche va bien, la mêlée ça va bien aussi. Tout roule côté bleu, doublé pour Lorenz et on finit la mi-temps à 29-0. Deuxième mi-temps, c'est une autre histoire, mais d'abord, Lorenz, elle est en feu côté gauche et Banet côté droite. Super essai collectif, fini par Escudero. 34-0. Et puis, un petit revolt des Rouges, grosse poussée des avants. Elles marquent leur premier essai à 51 minutes. Et puis, même chose quelques minutes plus tard, 34-14 avec 57 minutes. On a un match. Et puis, elles menacent encore les Rouges. Elles aiment bien le rugby costaud, mais on tient bon. Et nous aussi, on a des joueurs costauds. Entrée Rose Bernardo, Rosie B, je l'appelle, une joueuse que j'aime beaucoup. Pénalité pour nous et on mit la marche avant. Rosie B marque son essai devant un public super chaud à Grenoble. Grosse célébration par la suite, célébration méritée devant un public super sympa. Que du bon pour ce dernier match de Jessie Troumière sur la sol française. 39-14, bravo les Bleus. Oui, 39-14, un match sans trop de suspense. Les Galloises ont du mal dans ces compétitions internationales à s'affirmer face aux nations majeures que sont devenues malgré tout les Françaises. Ce qui est le plus notable peut-être, c'est l'affluence, parce qu'il y avait effectivement 18 000 personnes au Stade des Alpes. Alors c'est pas le Stadio delle Alpi à la Juventus de Turin, mais c'est le Stade des Alpes de Grenoble. Celui-là, 18 000 personnes pour du rugby féminin, c'est quand même assez hallucinant. Et je pense que quand on se rend compte du début de carrière, par exemple, de Jessie Trémouillère qui finit sa carrière ces jours-ci. Les matchs internationaux de rugby féminin, quand elle a démarré, il y avait 150 bédouins. C'est absolument incroyable la transformation de ce sport et l'assise populaire qu'il est en train d'obtenir. Je trouve que c'est génial et on va en parler après. Oui. À Twickenham, les Françaises ont joué contre les Anglaises devant plus de 58 000 personnes pour un match de rugby féminin. C'est de la science-fiction si on se reporte ne serait-ce que 10 ans en arrière. Et c'est formidable.
Ouais, c'est vraiment superbe. Et franchement, quand j'ai regardé le match, je disais, waouh, le stade, il est vraiment en feu. Il y avait un espèce de bruit constant avec tous les fans en train de hurler. Et déjà, je pense qu'il y avait 13 000 à Vannes. Et déjà, il y avait un sacré ambiance. Avec 5 000 de plus à Grenoble, c'était super. Par rapport à, par exemple, j'ai regardé un peu Angleterre-Irlande, où il y avait 5 000 personnes dans le stade. C'est pas la même chose. Mais quand tu as 18 personnes qui sont à craquer. Et je trouve ça génial pour les années à venir. Il y a toutes ces jeunes filles qui regardent des joueuses féminines sur le terrain avec l'équipe de France. Je trouve ça trop chouette. Moi, j'ai une fille, elle joue pas au rugby malheureusement, mais j'aime bien qu'elle a cette opportunité au moins de voir de foot féminin et de voir de rugby féminin dans des grands stades et à la télé. Mais Thierry, elle est jeune, elle a tout le temps pour jouer au rugby. C'est vrai. Donc, juste pour finir cette semaine 4, on va dire, Angleterre qui a bien battu Irlande 48-0. Écosse qui a un peu étonné Italie 29-21. Allez, France-Angleterre, deux équipes qui cherchent le Grand Slam. Et on sait que ça va être difficile, car ça fait un bon moment qu'on n'a pas battu ces English, surtout à Twickenham, et surtout avec plus de 58 000 personnes, comme tu as dit, dans les stands. Un record absolu pour le sport féminin. Donc, début de match très réussi pour nos Bleus. Sauf que Jessie Tremillère manque en pénalité. Penalty touche pour nous, mais on n'arrive pas à profiter. La défense anglaise est trop forte. Sans doute nourrie par des swing low Sweet Chariot. Encore un penalty touche pour nous. Jolie touche, mais le résultat, c'est la même. On se fait piquer le ballon par Butterman. Vers 17 minutes, le vent change avec ce qui me semble être le premier vrai ballon d'attaque. Grosse percée au centre. Et puis, c'est Abidal qui finit le boulot sur le côté droit. 5-0 pour eux. On est un peu sonné. Les avants anglaises nous ont malmenés en mêlée avec leurs 100 kilos de plus. Gabi Vernier plaque tout ce qui bouge, mais c'est chaud quand même. Ça devient 12-0. Après, ils attaquent un gros trou dans notre défense côté droite et c'est Packer qui marque. Et puis, ça s'empire. Carton jaune contre Jessie Tremillère pour un en avant. Essai logique juste après. Et puis, Rosie B, elle est hors jeu et on prend un essai de pénalité. On joue à 13 contre 15. C'est 33-0 à la pause. Aïe, aïe, aïe. On démarre le deuxième mi-temps avec des bonnes intentions offensives, avec une belle percée de Bordon, mais comme chaque fois, on perd le ballon sur leurs 5 mètres. Le centre Gabi Vernier plaque comme une missile. Forlani fait le travail aussi, mais Packer, elle est géante et elle est chiante parce qu'elle est un peu partout. Elle est un peu comme Joe Marler chez les filles, mais un peu mieux coiffée. Et finalement, à 45 minutes, on joue 15 contre 15 et c'est Boulard qui marque 33-7. On est chez eux sur leurs 5 mètres pendant un bon bout de temps. Gabi Vernier feinte et marque un joli essai perso. 33-14 à 55 minutes. Je ne crois pas encore dans le comeback. À 57 minutes, petit à petit, les Roses avancent malgré la bonne défense des Bleus. Penal touche et c'est juste impossible d'arrêter ce môle des Anglaises. Lark Davies avec l'essai et c'est la fête à Twickenham. On a la balle, on perd la balle, penalty touche pour nous cette fois-ci. Est-ce qu'on peut faire le même que des Anglaises? Yes, petit cocotte. Et c'est Escudero qui aplatit 38-21 à 66 minutes. Oh non, penalty touche pour eux sur notre 5 mètres, mais on échappe avec 10 minutes à jouer. L'attaque des Bleus commence à s'ouvrir, mais Packer est partout, elle chope le ballon. On gagne un des dernières mêlées et Emmeline Gros marque son essai 38-26. C'est un score plus respectable. Et puis, gros percé de Carla Arbez. On gagne un dernier mêlée et c'est joué très vite. Cyril Banet marque 38-33, mais c'est 80 minutes. Pas de dernière action pour nos Bleus. L'occasion est passée. Grosse victoire pour l'Angleterre avec le Grand Slam. 5e victoire de les 6 nations à la suite pour l'Angleterre. Oui, ce chiffre-là, il en dit long sur la domination des Anglaises quand même sur le rugby européen. Il faut rappeler, en prenant un tout petit peu de recul sur le rugby féminin, qu'on connaît pas tous très très bien, que ces Anglaises ont été une fois championnes du monde, en 2014, championnes du monde, pardon, et que toutes les autres Coupes du Monde depuis 1991 ont été remportées à 6 reprises par la Nouvelle-Zélande, dont la dernière en 2021, une autre fois par les Anglaises en 94, et je te fais un petit clin d'œil quand même, parce que sais-tu quelle est la première nation qui a remporté la Coupe du Monde en 1991 ? Je sais que les États-Unis ont été genre 2e, quelque chose comme ça, il me semble. Ils ont été champions du monde. Les États-Unis ont gagné la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Donc ça, c'est quand même un truc. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est pour rappeler. 9 Coupes du Monde, 6 titres néo-zélandais, 2 titres anglais et 1 titre américain.
Mais les Anglaises, qui étaient assez favorites de la dernière Coupe du Monde, ont été battues en finale de très peu, 34-31 par les Néo-Zélandaises. Sur le sol européen, effectivement, elles sont un peu invincibles depuis quelque temps, et en tout cas, elles gagnent leur 5e tournoi d'affilée. Et à la mi-temps, on se disait, il y a 33-0 à la mi-temps, les Françaises sont juste pas invitées. Elles sont pas dans le concert des grandes nations de ce sport. Sauf que une mi-temps plus tard, elles nous ont démontré l'inverse avec un talent, une grinta et une force mentale absolument incroyable. Parce que être mené 33-0 à la mi-temps d'un match clé dans une compétition qu'on veut enfin gagner, etc., mais c'est l'équivalent de se prendre un coup de casserole sur la tête, mais absolument énorme. Et pour réussir à gagner la deuxième mi-temps 33-5 après avoir perdu la première 33-0, c'est vraiment dire que le talent, la qualité est tout à fait là dans cette équipe pour renverser des montagnes et pourquoi pas être championne du monde. Parce que franchement, 33-5 aux Anglaises en une mi-temps, c'est une performance énorme. Alors certes, les Anglaises avaient sûrement un peu levé le pied. Néanmoins, elles ont bien vu que les Françaises remontaient et elles n'ont pas réussi à endiguer ce retour. Ça pose la question de la faillite mentale des Françaises en première mi-temps, et c'est cet axe-là qu'il faut que les Françaises travaillent. Elles ont un gros temps de jeu dominateur en début de deuxième mi-temps, aux 10-12 minutes de jeu, qu'elles ne parviennent pas à concrétiser, et en fait là, mentalement, à ce moment-là, elles décrochent complètement. Et elles décrochent au point de se prendre vraiment une raclée pendant la demi-heure de jeu qui suit, et de finir à 33-0 à la mi-temps. Mais ce qui s'est passé dans ce vestiaire, et dans cette deuxième mi-temps, pour venir mourir à 38-33 devant 60 000 personnes est tout simplement extraordinaire. Et moi, même si elles sont forcément très déçues de la défaite, je suis bluffé par la performance mentale, de courage, d'abnégation, de retour, de fierté, de tout ce qu'on veut, de toutes les valeurs qu'on aime au rugby, dont elles ont fait preuve en deuxième mi-temps. J'étais un peu long, mais j'étais tellement dépité à la mi-temps de me dire, en gros, elles vont en prendre 60, puis c'est fini, que j'ai été estomaqué et admiratif en deuxième mi-temps. Bravo aux joueuses qui sont restées, bravo aussi aux remplaçantes qui sont rentrées, qui n'ont pas douté, qui aussi veulent montrer que peut-être qu'elles auraient dû être titulaires, je sais pas, mais c'est ça aussi la compétition dans un groupe. Et je trouve ça génial. Et alors, devant 60 000 personnes à Twickenham un jour de printemps, il manquait que la victoire, quoi, Thierry. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est super bien dit. Et franchement, c'était un grand plaisir de regarder ce match. Et ouais. Et oui, et en fait, j'ai rien d'autre à ajouter, sauf que comme l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe des femmes. Je trouve ça excellent. Je trouve la qualité du jeu, il est là. J'en ai parlé de Gabi Villiers plusieurs fois. Elle était incroyable. Et les cartouches qu'elle mettait sur des gens, ça fait hyper, hyper mal. Mais c'est vrai qu'en face, quand même, il y a, tu vois, il y a 100 kilos de plus dans le mêlée. Ça, c'est quand même difficile dans les pénales touchés molles, ça pèse. Ça pèse évidemment, et c'est aussi pour ça que les Anglaises sont devant. Encore une fois, si elles n'avaient pas mené d'autant, elles auraient peut-être été plus concernées en deuxième mi-temps. Mais peu importe, je trouve que, franchement, le paquet d'avant anglais, oui, est supérieur. Ça a toujours été le cas, y compris chez les garçons pendant longtemps. On avait ce complexe-là. Et je pense que les filles sont en train de passer ça, et autant cette première mi-temps, elles peuvent s'en servir, mais c'est surtout la deuxième mi-temps dont il faut se servir. Qu'est-ce qu'elles ont été capables de faire pour mettre 33-5 aux Anglaises en deuxième mi-temps? Ouais. C'est gigantesque. Ouais. Je pense que c'est le plus gros score en une mi-temps encaissé par les Anglaises de l'histoire de cette nation. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent le faire, c'est tout. Ouais, super. En fait, c'est marrant parce que devant ce public, je me suis dit, mais tiens, moi, j'ai un petit souvenir de jouer au foot américain en France et aux États-Unis, par exemple, quand tu joues au lycée, tu joues devant tes parents, tes copains, mais quand même, il y a 1000 personnes dans le stade, quoi, en moyenne. Et vous avez des grandes familles aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, au lycée, c'était un peu cette habitude-là avec the band et tout le monde qui est là. Mais en fait, une fois, j'ai joué aux Argonauts de Aix-en-Provence et il y avait, je sais pas, il y avait 200, 300 personnes dans les stands et tout. J'étais bluffé. Je dis, waouh, par rapport à normalement, il y a personne dans les stades pour regarder un match de foot US. Et ouais, des Argonauts. Et je trouvais ça excellent, juste avec 200 ou 300 personnes. J'étais super content. Donc, j'imagine pas pour elles, pour les filles, de voir près de 60 000 personnes dans les stands. Et pour toi, en fait, c'était la question pour moi. Et pour toi, c'est quoi le plus gros, on va dire, stade ou le plus gros public que tu as joué devant?
Alors, c'est certainement pas les publics du Racing à l'époque où je jouais au Racing, parce que nous, on avait on avait souvent un stade de Colombes qui sonnait creux. On avait quelques aficionados qui restent d'ailleurs. Parfois, je les croise quand je vais au match du Racing. Les mecs sont encore là. Ils étaient fidèles à ce club qui était moribond quand j'y étais, qui était un grand club par son image. Et puis, on se débrouillait quand même. Mais c'est vrai que le marketing, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, on n'avait pas un public de folie. En revanche, moi, j'ai eu la chance de jouer avec le Racing en Pro D2 dans une période où beaucoup de grands clubs étaient descendus. Donc Toulon, Bordeaux-Bègles, Mont-de-Marsan, Bayonne, tous ces clubs-là, ils étaient à l'époque en Pro D2. Et donc, on jouait dans des stades où il y avait effectivement souvent quelques milliers de personnes, à Brive, à Bayonne, ou effectivement à Toulon. Il y a toujours des affluences qui sont sympathiques. Donc, ça nous fait quelque chose. C'était jamais tellement mes supporters, c'était en général les supporters de mes adversaires. Et dans mon souvenir, ça me donnait à moi aussi un petit plus de motivation. Donc bravo les filles pour cette belle performance pour Destination et on espère le mieux pour la saison à venir. On passe du Guinness au Heineken, du Six Nations au EPCR, the Champions Cup. Donc là, on va démarrer avec Leinster-Toulouse. Bon, il faut dire qu'on est un petit peu triste d'avoir perdu contre l'Angleterre, mais ça ne va pas aller beaucoup mieux dans ce match-là. On voit déjà 6 personnes qui sont titulaires sur l'équipe d'Irlande qui étaient titulaires contre la dernière Irlande de France et 5 personnes qui sont titulaires pour Toulouse qui étaient dans le 15 de France aussi. Le première minute, je pense qu'on voit tout de suite que ça va être un match assez mouvementé. Toulouse était sur le 10 mètres des Irish et une minute plus tard, ils sont sur leur 10 mètres. Ça commence mal, 3-0 pour Leinster. L'ailier Lebel se montre dangereux sur le côté. Ramos avec un joli 50-22. Toulouse a des idées et c'est Aki qui marque le premier essai. 30-7 à 10 minutes. Il y a une blessure qui va changer ce match de manière très importante. Barassi qui sort, c'est le 9 remplaçant qui arrive. Donc Dupont est à 10 et Ntamak, il est maintenant à centre. Et puis Ramos fait la même erreur que Jesse Tremeyer en avant volontaire. Donc Wayne Barnes, il a attendu exactement 0 secondes avant de donner le carton jaune. Et donc le Irish numéro 8, Conan, il a attendu 30 secondes pour marquer. Et puis il a attendu 3 minutes de plus pour marquer encore. Donc 20-7 à 22 minutes. C'est le luck of the Irish aujourd'hui. Le ballon rebondit contre la tête de Willis et atterrit dans les mains du talonneur Sheenan qui slalom et marque un essai 27-7. Toulouse a le ballon un peu, mais ils essaient de trop faire trop vite. Les Irish sont hyper dangereux dans les rocks et on n'arrive pas d'avoir un sortie de ballon tranquille. Mais Ofalou prend les reins et le ballon et marque un essai super important pour Toulouse. Pendant que le pilier Irish Porter, il fait un move de catch sur le 14 rouge que le TMO et Wayne Barnes n'ont pas vu. 27-14. Deuxième mi-temps, les Rouges sont persistants en attaque pendant les premières minutes, mais Movaka perd le ballon. Dommage, car c'était plutôt un bon match pour lui, je trouve. Un peu de ping-pong au pied sous la pluie et carton jaune contre Netty pour un geste qu'on va appeler le Zidane, un coup de boule, sur Van der Flyer qui quand même cherchait un petit peu. Comme la dernière fois, il profite vite de carton jaune avec 2 essais rapides, penalty molle et essai de Van der Flyer à droite, et après la même chose côté gauche. Et rien ne va dans ces dernières minutes pour les Rouges. Ils sont frustrés de perdre comme ça. Et ça se voit dans leur attitude sur le terrain, agressif et fâché, mais très maladroit. Ils ont quand même laissé pour sauver l'honneur. C'était fin d'une longue journée face à une équipe à Leinster, très solide devant et surtout dans les rocks, 41-22. C'est un score qui est presque identique à celui de l'année dernière, au même stade de la compétition. Donc c'est un score qui fait mal, parce que ça veut quand même dire de la part du Leinster, les gars du Stade Toulousain, sur la scène européenne, vous n'êtes pas au niveau. Ce qui est très vexant et très dur. Maintenant, ce match, les Toulousains peuvent effectivement s'en prendre qu'à eux-mêmes. On a pas mal glosé sur un plaquage cathédral qui n'a pas été revisionné par Wayne Barnes, qui aurait peut-être pu donner un carton jaune. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les 2 cartons jaunes qui sont reçus par les Toulousains à 2 moments charnières, c'est un désastre, parce que sur les 2 fois 10 minutes en infériorité cumulée, les Toulousains encaissent 28 points et n'en marquent aucun.
Ce que ça signifie, c'est que jouer contre des équipes de très très haut niveau, comme le Leinster, l'Irlande, ça ne permet pas l'à peu près, et ça ne permet pas les gestes qui ne sont pas empreints d'une totale lucidité. C'est très dur pour des sportifs, parce qu'on est à fond dans l'effort, parce que on peut être dépassé par son envie, on peut croire bien faire, et il faut se décider pour des gestes déterminants en très peu de dixièmes de seconde, mais ça fait la différence. L'en avant volontaire de Ramos, il est inutile. Il y aurait peut-être eu essai, mais la sanction est bien pire de se retrouver à 14 contre une machine. Et le geste de Netty, il est ridicule. Il sert à rien. Effectivement, Van der Flier est un peu provocateur sur le coup. Il en rajoute en plus, mais néanmoins, la faute, elle y est. Donc, je crois que quand on voit l'écart au score et quand on relie très simplement les 2 cartons jaunes et leurs conséquences dramatiques, tout est dit. Les Toulousains sont passés à côté de leur match. Moi, ce que j'espère, c'est que ces garçons-là qui jouent aussi en équipe de France, pour certains, ça va aussi leur servir de leçon et les faire grandir. Je trouve qu'ils ont été assez dignes. À la fin du match, Movaca et Dupont ont dit écoutez, quand il y a un écart comme ça, on n'a qu'à la fermer, grosso modo. Et je pense que c'est vrai. C'est très dur pour eux, mais c'est l'apprentissage permanent du très très haut niveau. Et là-dessus, le Leinster est une équipe absolument impitoyable. Ouais, t'as bien dit, et j'avais vraiment l'impression que c'était le grand frère qui jouait avec le petit, quoi, qui le poussait juste parce qu'il était plus grand. Et c'était frustrant. C'est marrant, tu parlais de l'année dernière, et j'ai un peu la même réflexion d'impuissance, en fait, face à. Même pour nous, ça, il nous fait rêver, mais je me sentais, qu'on a été impuissant face à Leinster. C'était quand même assez incroyable. Oui, faut pas oublier aussi que d'abord c'est la 3e fois en 4 ans que les Toulousains viennent se casser les dents en Irlande sur l'équipe du Leinster, donc ça commence à faire beaucoup. Et à leur décharge, je trouve qu'ils ont aussi un peu joué de malchance, parce que Pierre-Louis Barassi s'est blessé très vite. Ça a demandé à cette équipe de se réorganiser. Ils ont fait rentrer Paul Graou, qui a du mal à rentrer dans le match. C'est un jeune joueur, et l'intensité et la pression certainement l'ont pas aidé. Dupont s'est retrouvé en 10, Ntamak au centre, et forcément les repères défensifs et collectifs, ils s'en trouvent perturbés. Donc s'ils ont eu une malchance, c'est pas les cartons, c'est pas le carton non sifflé, etc. C'est la blessure très tôt dans le match de Pierre-Louis Barassi, qui les a mis en difficulté, en particulier collective, qui les a poussés à faire des conneries. Et ce qui fait que ensuite la machine s'est mise en route en face, et qu'ils n'ont jamais pu rattraper le train, tout simplement. Ouais. Je pense que ça va être difficile d'aller gagner à Dublin, à Viva Stadium quand même. On parle beaucoup de Twickenham, mais c'est là quand même, je pense que c'est un endroit qui fait un petit peu peur. C'est tout le défi, l'immense défi du finaliste, La Rochelle, qui, il faut le rappeler, est quand même le tenant du titre, mais qui a battu ces mêmes Leinstermen l'année dernière à Marseille, donc avait pour lui l'avantage du terrain, même si Marseille, c'est pas La Rochelle, mais c'était quand même le public français qui était venu en nombre pour les soutenir. Et l'année dernière, ils étaient des outsiders absolus. Même s'ils avaient été dans la finale l'année d'avant, ça restait le petit pousset. Donc maintenant qu'ils sont champions en titre, c'est quand même assez différent, mais ça reste le besoin pour une équipe française, même s'il y a des étrangers dans cette équipe parce que c'est du club, le besoin d'aller battre une équipe irlandaise de très haut niveau dans un stade irlandais avec son public. Donc on part pas favori. Mais est-ce que c'est pas finalement ce qui peut arriver de mieux à une équipe comme La Rochelle, on va le voir après, quand ils ont la capacité de rouleau compresseur qu'ils ont révélé contre Exeter. Ils ont fait un match de rêve. Allez, on va passer tout de suite à ce match-là. C'était notre dernier espoir pour le week-end d'avoir un peu de bonheur pour les équipes françaises. Et je vois qui est sur l'écran, l'arbitre Jaco Pepper. Oh, ça risque d'être compliqué. Les Chiefs, je les connais pas très bien, mais ils ont au moins un mec avec un joli moustache. Il y a aussi Stuart Hogg, mais il est sur le banc. Il y a Johnny Gray en deuxième ligne, mais pas pendant longtemps. Et Henry Slade et Jack Nowell, qui ont environ 50 caps chacun sur l'équipe nationale de l'Angleterre. Le match démarre et c'est 3 fois hors jeu dans l'espace de pas beaucoup de minutes. Les Anglais jouent comme des Anglais, donc ils envoient des gros qui marquent un essai 7-0. La Rochelle est de retour avec Roule qui marque un essai un peu avec ses pieds. Le stade à Bordeaux est en feu et c'est sympa à voir.
Les Chiefs sont de retour, mais les Jaunes réussissent à les tenir. Jolie démonstration de force dans les mêlées par La Rochelle avec Aldrit qui sort le ballon en main et ça fait mal. Temps fort pour les Jaunes, mais ça ne traduit pas en points pour l'instant. Jolie essaye du 13, mais je ne vais pas essayer de prononcer son nom. Le passe par Aldrit. Ulupano Seuteni. Merci beaucoup, Théo. 14-7 à 24 minutes. Bad news pour Batia. Il a une commotion, donc il ne reviendra pas. Presque good news pour Greg Aduit, mais l'essai est refusé et un penalty contre nous trouvé dans le slow motion. Les avants sont en forme pour les jaunes. Skelton et Wardy avec un joli 1-2. On pousse les Anglais à la faute et les marche dessus. Carton jaune contre eux. All right, c'est Greg Aldrit qui marque 19-7. Les Chiefs ont le ballon un peu en main, mais ils sont complètement inoffensifs face à l'agression de La Rochelle. Kerr Barlow qui marque la prochaine essai, mais c'était Wardy avec un joli course et Bougarit avec le joli passe. Deuxième mi-temps, ça roule. Bon démarrage pour les jeunes. Le 10 à Stoy qui fait un joli passe au pied pour Roule pour son deuxième essai, 33-7. Jolie Marseillaise en récompense. Et un petit ovation pour Uni Antonio, c'est très mignon. La Rochelle domine complètement en mêlée. Il marque sur un ballon porté. C'est la fête à Bordeaux, 40-7. Les Anglais vont quand même marquer des essais dans ce match, mais sans conséquence. C'est 47-28 le score final. La Rochelle sera en finale et au moins une bonne nouvelle dans ce week-end plein de rugby. Ouais, ce match, c'était vraiment un régal. J'ai tout aimé et c'est vraiment quand on aime le rugby, on peut que se réjouir de voir des matchs comme cela. Il y a ce qui s'est passé sur le pré, on va en parler un petit peu, mais il y a aussi ce qui est devenu ce club de La Rochelle avec son public qui arrive à Bordeaux, qui remplit le stade tout entier, une marée jaune. Je pense honnêtement que les joueurs d'Exeter, ils ont quand même dû être surpris de l'ambiance parce que même si les stades et les sports collectifs, ça a été inventé par les Anglais, on est quand même en train de leur donner une leçon sur le soutien populaire dans les stades de clubs, en particulier en France, qui est extraordinaire. Donc ça, tout ça, c'est le travail des dirigeants de ce club, de Vincent Merlin, qui est, je trouve en plus un président assez élégant, qui ramène pas sa fraise. Et j'adore ce qu'ils ont réussi à faire. Et franchement, en face, l'équipe d'Exeter, c'était quand même pas des pignoufs. Je suis d'ailleurs surpris que leur numéro 8, Sam Simons, ne soit plus en équipe d'Angleterre. Quand on voit le match qu'avait fait le numéro 8 contre nous, qui était complètement à côté de ses pompes, et quand on voit ce joueur-là, je suis surpris qu'il y soit plus. J'aime bien aussi, parce que j'aime bien les fratries au rugby, que Sam Simons soit le frère de l'ouvreur, l'autre Simons qui joue numéro 10. Je trouve ça assez chouette. Ils ont en plus commencé leur match pied au plancher, les Anglais, hein. On a vu que ils sont pas venus pour faire de la figuration. C'est eux qui marquent le premier essai, d'ailleurs par Sam Simons. Et les Rochelais ne se sont absolument pas affolés. Voilà, c'est ce que j'ai adoré. Ils ont réussi à mettre la marche avant en s'appuyant notamment sur une conquête et sur une mêlée fermée qui a été extrêmement dominatrice. Et on sait que contre les Anglais, quand on commence à subir devant et en particulier en mêlée fermée, ça les met en confiance. Là, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, ils ont eu derrière une paire de centres en particulier, Jules Favre, qui avait la très difficile mission de remplacer Jonathan Danty, qui était insuffisamment remis de sa blessure pour jouer, donc qui sera là normalement pour la finale, qui a fait un super match, qui est d'ailleurs à l'origine du premier essai avec un petit slalom au milieu de la défense et qui perce et qui crée la situation d'essai derrière. Et puis Seuteni qui marque et qui ensuite fait marquer également avec une espèce de offload en faisant une passe d'une seule main au cœur de la défense qui rouvre complètement le terrain de façon opposée, qui est magnifique. Donc on peut vraiment que se réjouir du niveau de jeu de cette équipe, du plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. Oui. Ils n'ont pas de point faible parce qu'ils arrivent sans Jonathan Danty, qui est quand même un point d'ancrage très fort derrière, et sans Levani Botia, qui est un joueur exceptionnel, qui peut jouer à tous les postes. Hein. Faut quand même se rappeler que c'est un joueur qui jouait au centre, qui maintenant joue troisième ligne, qui est capable de gratter 7, 8, 10 ballons dans un match. Il sort très tôt sur commotion, ben c'est pas grave. Hein. Donc, si on fait un petit comparatif par rapport au Stade Toulousain, qui a été fortement désarçonné par la sortie de Pierre-Louis Barassi, comme je disais, même si c'est pas que lui, mais c'est le fait de la réorgue derrière. Eh bien, quand tôt dans le match, Botia sort, et on sait que c'est Monsieur Plus de cette équipe, l'équipe ne doute pas, au contraire, elle accélère, elle gagne.
ils sont 100 fois à leur place en finale et on peut que rêver d'un doublé. Et alors, cette fois, faire le doublé en allant gagner à Dublin, donc là, ce serait un coup de tonnerre définitif. Hein. Ce serait plus un accident. Ouais, Botia qui est sorti sous des applaudissements le dernier match parce qu'il était tellement, tellement bon. Il a gratté combien de ballons dans le truc, c'était incroyable. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur comme seuls les Fidji en donnent. C'est-à-dire, le mec sait absolument tout faire. En plus, il est rapide, il est costaud. Et ce sont des joueurs, on en connaît beaucoup, qui, en plus, ont une très grande humilité. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les interviews de ce garçon, c'est une belle personne en plus. Donc, je pense que il a un charisme et un leadership sur le terrain, mais aussi en dehors, parce que ce sont des... c'est un monsieur, en fait. Voilà, Devani Botia. Donc, quand il sort, ça fait mal. Ouais. Il sort sous les applaudissements. Il est remplacé par Paul Boudéan qui rentre, qui fait pas de complexe, quoi. Hein. Il rentre à la 15e ou un truc comme ça. Et puis, badaboum, il fait son match. Et derrière, 47 points à Exeter. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, ils ont un peu levé les pieds. Ils en prennent 28. Mais c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est que du plaisir pour regarder cette équipe. Et en plus, tu sais qu'au niveau de défense, ça va tenir le route, je trouve, par rapport à Toulouse entre les deux. Moi, j'ai un peu plus de confiance dans la défense de La Rochelle. Et oui, pas grand-chose à ajouter, sauf que j'ai eu le plaisir de regarder ce match dans un nouveau chaise, un dad chair. Hein, tu vois, le truc en cuir où tu t'allonges un peu, pas celle qui est électrique, hein, mais tu vois, je me suis acheté un vrai chaise à papa. Et comme tu dis, c'était un week-end du bonheur. Regarder tout ce rugby dans ma super chaise, c'était royal. On n'a pas parlé non plus de Kerr Barlow, hein, le numéro 9 néo-zélandais de l'équipe de La Rochelle, qui est aussi un joueur d'exception. Ça fait quelques années maintenant qu'il y joue. Et quel match il fait. Hein. Il alterne, la très bonne distribution. C'est un joueur assez physique, hein, il est assez grand, il est assez costaud. Il marque un essai, il fait marquer. Là aussi, hein, dans des grandes équipes, il faut des grands numéros 9 et des leaders sur ces postes clés qui font le lien entre les avants et les trois quarts. Et avec Kerr Barlow, ils tiennent une sacrée pépite. Hein. Ouais, et je pense qu'il ramène quelque chose des All Blacks avec lui parce que je trouve que le style de jeu, absolument, il est un peu plus All Black en fait. Et tu as vu, il y avait un moment où Wardy a fait un course. Une percée. C'était incroyable parce qu'il pour tous les numéros 3 du monde. Oui, tu vois, il courait pas comme normalement, il court tout droit, tu vois, North and South, comme on dit aux États-Unis, mais il faisait le course parfaite comme un centre en fait qui cherche le débordement et tout ça. Oh, j'adorais de voir des avants jouer avec un plaisir, avec le passe à un seul main après contact et tout ça, c'était vraiment chouette. Bon, ben maintenant, voilà, rendez-vous à Dublin, les gars. On a envie de dire au Rochelais, voilà, lâchez pas l'affaire, hein, faites-nous plaisir. Allez nous montrer que des Français en 2023 peuvent taper des Irlandais pour être sur le toit d'une compétition. Ça va nous donner plein d'idées et plein de joie pour la suite. Allez, bonne chance. Allons tout de suite pour parler un peu des immersions aux États-Unis pour jouer au rugby avec Jérémy Chopard. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi quelqu'un qui a un super projet. Il s'appelle Jérémy Chopard. C'est CJ Immersions, où il envoie des jeunes Français faire des émissions de rugby au USA. Donc, je me suis dit, I had to talk to this guy. Il fallait vraiment que j'en parle. Jérémy, bienvenue à Pack the Pot. Salut Ticket, merci beaucoup pour l'invitation. Donc là, toi, tu es aujourd'hui responsable sportif au centre de formation pour le CA Brive. Donc j'imagine que tu n'es pas arrivé là par hasard. Est-ce que tu peux, avant de parler bien sûr des immersions, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le rugby et dans cette profession ? Ouais, avec plaisir. Voilà, Jérémy Chopard, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis ancien joueur de rugby. Comme beaucoup, j'ai une carrière un peu comment dire échelonnée qui s'est malheureusement écourtée suite à des blessures. Donc je me suis lancé dans l'entraînement assez rapidement, à 28 ans exactement. Donc ça va faire plus de 10 ans que j'ai arrêté de jouer. Donc j'ai été joueur sur le haut niveau jeune. Donc si tu connais Crabos, Réchel, Espoir. À l'époque, Réchel existait, maintenant c'est Réchel Espoir regroupé. Mais voilà, j'ai eu la chance de connaître l'élite de mon âge. Donc c'était une bonne chose. Mais malheureusement, mon niveau m'a pas permis de basculer vers les pros, donc je me suis retourné vers une carrière de joueur en fédéral. Donc voilà, fédéral 2, fédéral 1, c'était déjà très bien pour moi et j'ai vécu des belles expériences rugbystiques où j'ai rencontré pas mal de monde.
Et justement, c'est une de mes dernières saisons de rugby. J'ai eu la chance de jouer aux États-Unis. Mais voilà, je suis parti vivre un an et pratiquer le rugby un an aux États-Unis, à San Diego, exactement. À San Diego, ouais, c'est parce que ma mère habitait San Diego. Moi, j'ai passé 2 étés là-bas. C'est super Ah, beau. Elle était à La Jolla. c'est hallucinant. Moi, j'adore. C'est vraiment une ville fantastique. C'est météo parfaite, le surf, la plage, le soleil, les températures, les températures agréables et le rugby, puisqu'il y a une équipe de rugby professionnel là-bas et plusieurs équipes amateurs. Donc moi, le rugby professionnel n'existait pas à l'époque quand j'y étais, mais je jouais dans un club amateur, Ong-Bak, All Mission Beach Athletic Club, exactement. Ah, Et nice. ouais, c'était cool. Donc voilà, une de mes dernières saisons. Et puis après, voilà, comme je t'ai expliqué, plusieurs grosses blessures et j'ai dû arrêter ma carrière. Je me suis lancé dans l'entraînement. Donc voilà, il fallait se former, il fallait avoir les diplômes pour pouvoir entraîner. Donc un cursus, voilà, un cursus de formation avec le diplôme d'état supérieur, donc qui m'a amené à entraîner aujourd'hui à Brive. J'ai été conseiller technique pour, euh, pour la Fédération française de rugby et plus exactement pour le département de la Dordogne et après pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis voilà, depuis un an et demi, bientôt 2 ans, je suis au CA Brive, donc sur un rôle de suivi individuel des joueurs du centre de formation, également entraîneur espoir. Donc tout se passe bien et c'est plutôt cool, ouais. Ouais, on va revenir sur Californie, mais je trouve que c'est marrant. J'ai toujours l'impression que tout le monde est beau là-bas. Tout le monde est en bikini, c'est incroyable. Allez, mais en fait, j'ai vu aussi que tu fais du rugby tens. Donc là, je dois dire que je connais pas du coach de rugby tens. Parce que bon, on a fait des émissions sur le 7, sur le 13 et bien sûr sur le 15, mais le 10, je connais pas de tout. Ouais, en fait, c'est le mix parfait entre le 15 et le 7. Ça se rapproche quand même beaucoup plus du 7, mais on peut mettre quand même de la stratégie autour de la conquête, c'est-à-dire autour de la touche, puisqu'il y a un peu plus de joueurs. Autant à 7, on est 3 devant, là on est 5 et 5 derrière, donc ça permet de mettre de la stratégie sur les lancements de jeu et sur les phases de conquête. Je dis pas qu'à 7 on peut pas en mettre, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est vraiment un compromis parfait entre l'aspect précision et physique du 7 et l'aspect tactique et stratégique du 15. Et j'ai eu la chance justement d'entraîner des équipes de rugby tennis là sur une toute nouvelle compétition qui est née il y a 2 ans. Et j'ai été sollicité justement, c'est des investisseurs sud-africains et américains qui ont créé le Rugby Tennis Championship. Et donc j'ai eu la chance d'être sollicité pour entraîner une des franchises. Donc ouais, c'est plutôt cool et c'est des bonnes expériences. Ça fait voyager. Je suis parti au Portugal il y a 2 ans et en Afrique du Sud l'année dernière. Donc c'est cool. Superbe. C'est un world traveler. Exactement. Allez, allez, je voulais t'appeler parce qu'en fait, j'avais vu ton annonce là pour California Rugby Summer Camp. En fait, tu envoies les U16 et les U18 à Los Angeles pour jouer au rugby pendant une bonne 2 semaines, Ouais, il me semble. c'est ça. Parle-moi de ça, mais je trouve ça, tu dis pour vivre ton American Dream, mais aussi, j'imagine pour toi, tu vis ton American Dream en faisant ça, non? Ouais, exactement. Donc comme je te disais tout à l'heure, voilà, je suis parti un an à San Diego. J'avais ouais, 26 ans à l'époque et c'était déjà royal. Et comme tu dis, voilà, c'était mon American Dream. Je suis arrivé là, alors clairement, j'étais nul en anglais. Je sortais du système scolaire anglais, du système scolaire français. J'ai rien contre l'éducation nationale ni contre les profs d'anglais, mais voilà, c'était compliqué. Je me suis dit, voilà, si je veux apprendre l'anglais, il faut partir, il faut aller en immersion. Faut, euh, il faut plonger clairement dans la culture et en fait les États-Unis c'était la destination qui était toute trouvée. Moi c'était un rêve. Alors j'y étais déjà allé avant. À mes 18 ans, ma famille m'a offert un séjour en Californie, donc je connaissais déjà et je me suis dit voilà, s'il y a un endroit pendant un an où je dois partir, c'est là-bas. Et donc en plus d'allier voilà les cours d'anglais et puis la vie californienne, j'ai dit ben tant qu'à continuer le rugby, je vais contacter les clubs et je vais voir ce qui peut être possible. Et j'étais accueilli par un club, donc ce que je disais tout à l'heure, Homeback, et qui a été super super accueillant avec moi. J'ai vécu une aventure extraordinaire. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit mais c'est fou parce que il faut pouvoir le proposer à d'autres. Et donc c'est ce que j'ai travaillé. Donc ça m'a pris du temps à créer, à essayer de trouver les bonnes structures et ainsi de suite, le beau format. Et donc je me suis lancé donc du coup dans l'organisation d'immersion sportive. Et pour revenir plus en détail sur ce que tu me dis là, le California Rugby Summer Camp, en fait, c'est 2 semaines avec une immersion dans une académie privée qui est basée à San Clemente.
la Rhinos Academy, donc qui est une académie très très réputée aux États-Unis et qui ne cesse de grandir année après année. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer des jeunes joueurs, donc comme tu le disais, voilà, des joueurs cadets, donc U16, et des joueurs juniors U18. Pour l'instant, uniquement garçons, mais j'espère pouvoir l'ouvrir pour les filles voilà, dans quelques temps. Et l'idée, c'est qu'ils intègrent totalement l'académie avec cet aspect ouais, cet aspect social, cet aspect culturel, découvrir comment vit un jeune rugbyman aux États-Unis, donc avec un sport qui est peu connu au final, mais qui se développe petit à petit. Donc on sait que les États-Unis vont accueillir la Coupe du Monde 2031, donc ça c'est un tremplin super pour eux et pour continuer à se développer. Et l'idée c'est ça, mais mais ça pouvait pas. Je veux dire, on veut jouer au rugby, c'est bien, on veut aller aux États-Unis, c'est bien, mais je pense que l'aspect aussi éducatif, c'est l'apprentissage de l'anglais. Et donc l'idée, c'était de créer vraiment un package total avec, on découvre le rugby, on se fait des amis américains, ça nous permet d'échanger, de voir une autre vision des choses d'un jeune de 17, 16, 18 ans et d'avoir un combo un package complet sur cette immersion aux États-Unis. Et donc, comment ça va au niveau de rugby là-bas aux États-Unis? C'est comment le niveau? Est-ce que les jeunes Américains, est-ce qu'ils savent jouer ou... Alors, ouais, moi j'ai tendance à dire oui, même totalement. Ils savent jouer. C'est juste qu'ils développent pas les mêmes ressources en priorité. Nous, en France aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très axé sur la lecture, ce que j'appelle le QI rugby, donc être le quotient intellectuel, être capable de lire les situations, être capable de faire les bons choix et ainsi de suite. Et après, bon, évidemment, en France, on développe aussi beaucoup le physique, un petit peu la technique. Aux États-Unis, c'est surtout physique-technique. Et ce qui leur manque, Ouais. c'est la lecture. La lecture, ils sont aussi très axés sur la stratégie, prévoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment et ainsi de suite. Mais la lecture, l'instant T, la lecture situationnelle, elle est un petit peu, voilà, en dessous par rapport à un joueur français. On comprend peut-être un petit peu moins le rugby de ce côté-là, mais par contre, c'est des joueurs prêts physiquement. Ça, c'est certain. Et puis, ils ont toujours, quand je les compare aux petits jeunes que j'amène, souvent au même âge, ils ont un gabarit déjà plus imposant. Ouais. Et voilà, ils sont plus prêts, ils sont plus athlétiques parce que ça fait partie de leur culture, en fait, d'être prêts physiquement, de faire des fois plusieurs sports, de se tester dans plein de sports. Et nous, en France, on est un petit peu en retard, je trouve, sur ça. Et ouais, non, il y a vraiment de la qualité. Et je le répète, techniquement, physiquement. Et voilà, ce qui leur manque, c'est un petit peu la lecture. Ouais, moi, je suis vraiment beaucoup plus grand que tous mes cousins français, surtout quand j'avais quoi, 18 ans, parce qu'aux États-Unis, on commence le muscu très vite pour le foot américain, tout ça. Et donc, ouais, j'avais une question sur la taille, parce que quand même, parfois, il y a des jeunes Américains à 1m87, 100 kilos sans problème. En fait, il y en a beaucoup, je dirais même. Et tiens, ça se passe à Saint Clementine. Il me semble que c'est le sud de LA. Franchement, bah, c'est un peu comme Saint-Tropez, mais comme j'avais dit, tout le monde est en roller et en bikini. C'est un peu ça, non? Ouais, exactement. Bon, j'imagine qu'ils vont faire un peu de muscu là-bas. Ils vont aussi, j'imagine, manger des burgers. Est-ce qu'ils reviennent des jeunes avec quelques kilos de plus? C'est une très bonne question. Euh, pour être tout à fait sincère, je fais rarement une pesée au départ et une pesée au retour. Mais ça, non, ils se dépensent beaucoup parce que les entraînements sont, voilà, c'est très intensif. Moi, les jeunes m'ont dit, hein, c'est vrai que le jeune qui part, faut être prêt à s'entraîner, faut être prêt à s'entraîner dur parce que ça s'enchaîne. C'est-à-dire que l'académie propose des entraînements haute performance, donc il faut s'y retrouver. C'est pas juste un entraînement le matin, l'après-midi, c'est vraiment condensé et ça va. Et les journées sont assez, voilà, sont ouais, très occupées et on n'a pas trop le temps de souffler. Mais aussi, on vient aussi pour ça. Mais en attendant, il y a des plages de récup et sur ces plages de récup, l'idée c'est de découvrir en effet la culture américaine et ça passe automatiquement par la junk food et c'est dommage d'aller aux États-Unis et de pas goûter les hot dogs, les burgers Yeah, et toute Five la Guys. exactement. Donc ouais, ça fait partie. Donc moi je commence à avoir mes petites adresses. Donc soit les grosses franchises comme tu dis, les Five Guys ou les In-N-Out Burger, les choses comme ça qui sont ultra connues là-bas. Et j'essaye de trouver aussi le petit restaurateur voilà qui paye pas de mine mais qui est ultra connu pour avoir le Ouais. ressenti des bons goûts. On va avoir les donuts, les waffles et Ouais, toutes les ces food choses-là. trucks, les Voilà. fish tacos. Tu sais quoi, je vais commencer un podcast de bouffe, là, de bouffe américaine. Il y a Donc, tellement. j'imagine, bon, ils reviennent avec quand même beaucoup de souvenirs. Est-ce que tu peux nous donner quelques retours que tu as eu? Qu'est-ce que les enfants, ils aiment dans ce voyage? Alors, le premier point, c'est l'aspect, on va dire, ouais,
social, c'est-à-dire social. Les rencontres avec les joueurs, moi je sais que j'ai des jeunes encore en contact qui sont toujours en contact avec des jeunes américains avec qui ils ont joué. L'aspect humain, il est quand même ultra important et c'est toujours bien. Même s'il y a quelquefois un peu la barrière de la langue parce que les jeunes qui partent sont pas forcément bons en anglais, donc il y a toujours des difficultés. Mais comme on dit, le rugby est une langue universelle, donc on arrive toujours à échanger. Et puis après, là, ils sont jeunes, donc que ce soit les films, la musique, ils arrivent toujours à trouver des éléments qui se retrouvent. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est tout l'aspect culturel que moi j'offre derrière dans ces immersions. L'année dernière, on a eu la chance d'aller visiter le SoFi Stadium, là où il y a le stade de Los Angeles, où il y a eu le Super Bowl, et où je pense peut-être que ça sera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en 2031. Je pense, parce que c'est un bijou technologique et je pense qu'il y a pas mieux en termes de stade dans le monde. On a été visiter Universal Studios aussi, donc ça c'est des choses voilà qui gardent où ils gardent des super souvenirs. Ouais, c'est top. Donc il y a vraiment cet aspect, j'aime bien le redire, mais il y a cet aspect linguistique, sportif également. Mais voilà, c'est pas que sportif. On pourrait se dire, on part 15 jours, on fait que du rugby. Non, il y a aussi l'aspect vacances. On part en juillet, les jeunes sont aussi en vacances, ils ont besoin de souffler. Donc j'essaye de partager le temps pour qu'il y ait du sport, de l'anglais et vraiment de l'amusement et que ça soit un package le plus hétérogène possible. Ouais, exactement. Ouais, écoute, c'est marrant parce que quand je joue au foot américain à Paris, à Asnières, il y avait toujours un ou deux joueurs qui venaient des States, en fait, qui étaient là pour un peu pour coacher, mais aussi jouer. Normalement, c'était des anciens joueurs d'université quand même, donc c'était un assez bon niveau. Et ils n'étaient pas payés beaucoup, pas grand-chose. C'était un appartement, par exemple. Mais je trouvais qu'ils vivaient une vraie aventure personnelle en France, quoi. Ils passaient un an pour jouer, et ils partageaient le passion pour le foot US, et je trouve ça superbe. Et donc, je trouve ce projet superbe, mais tu fais pas juste le US, tu as d'autres pays aussi, non? Ouais, alors juste pour finir sur les États-Unis, donc là, c'est sur ce camp qui est ouvert pour les jeunes, je crée aussi les séjours, les immersions comme moi j'ai vécu. C'est-à-dire là, c'est ouvert aux joueurs de plus de 21 ans parce qu'on sait que voilà, aux États-Unis, si on veut vraiment profiter totalement, il faut avoir plus de 21 ans, c'est plus simple pour vraiment profiter. Mais j'ouvre des immersions de 2 mois pour aller faire la saison de rugby à 7 avec un club amateur de San Diego justement. Et je fais la même chose sur 6 mois pour jouer la saison à 15. Donc aujourd'hui, un Français aujourd'hui qui veut aller découvrir le rugby aux États-Unis et puis en profiter pour se perfectionner en anglais et puis vivre un peu la vie américaine, il a deux formats, partir l'été pour jouer à 7 pendant 2 mois ou partir l'hiver pendant 6 mois pour aller faire la saison de A15. Et en fait, le format est un petit peu le même. Ont vraiment une immersion totale. Bon, cette fois-ci, moi, je les suis pas, mais parce que je pourrais pas. Mais là, ils partent tout seuls et ils sont en colocation avec des étudiants américains. Ils sont intégrés dans une école de langue pour avoir des cours intensifs d'anglais et également, voilà, ils sont immergés dans un club de rugby pour pratiquer le rugby avec eux. Donc ça, c'est sur le point États-Unis. Et depuis peu, j'ai ouvert aussi des immersions en Irlande et en Afrique du Sud. Ouais, c'est marrant parce que je viens de faire 2 semaines d'immersion. Moi, je suis en fait formateur de langue anglaise depuis plus de 20 ans, en fait. D'accord. Et je viens de faire 2 semaines à Cork. Et donc, je suis convaincu sur le formule que tu as parce que moi, je sais qu'en immersion, il y a pas mieux. C'est une des raisons que je suis venu en France aussi. Et en plus de travailler l'anglais, mais dont ta passion, autour d'un passion, il y a pas de mieux. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un bon concept. Je te dis congratulations d'avoir trouvé ce concept. Et Merci. sur mon compte, t'as presque au moins 3 jobs, en fait, il me semble. Et donc, t'es pas un peu américain, en fait, sur les boards? T'es pas, Non, non, pas du tout, même si parfois on croit. Ouais, j'aime le modèle, j'aime le mode américain, j'aime la culture sportive américaine. Moi, je suis un grand passionné de NFL et donc des Los Angeles Chargers, tout particulier, puisque voilà, j'étais à San Diego et à l'époque, c'était les San Diego Chargers. Et donc, ouais, j'adore le format américain, j'adore tout ce que les États-Unis peut proposer. Donc ouais, j'ai tendance des fois à avoir soit les casquettes à l'américaine, soit des comportements, soit des choses comme ça. Et ouais, on pourrait croire, mais non, je suis bien français.
originaire de Normandie, Rouen exactement. Donc voilà, non, je suis. Et dans ma famille, il y a pas d'Américains. Donc voilà. Mais tu vas peut-être finir là-bas, je le sens bien. Peut-être. Allez, merci beaucoup, Jérémy, d'être venu sur l'émission. C'est très gentil. Et c'est www.cjimmersionsportstravel.com, mais tu es aussi sur Facebook et Instagram. C'est ça, exactement. Merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai passé un bon moment, mon cher Théo. Merci comme toujours. Mais oui, comme toujours, c'est que du bonheur, voilà, comme si on était au pub en train de deviser gaiement autour d'une bière peut-être irlandaise, Thierry. Peut-être bien. Attends, il y avait un nouveau mot, j'ai oublié d'écrire. Pilouf ou quelque chose comme ça, tu as dit par rapport à... Pinouf. Pinouf. Ah, Pinouf. Il faut que j'ajoute à ma dictionnaire personnel. Je pense que j'ai 3 semaines pour l'écrire dans mon dictionnaire personnel parce qu'on va revenir pour parler du final en fait de EPCR. On va faire on a des pauses à faire. Il y a un peu des vacances dans le mois de mai et donc on va revenir d'ici 3 semaines. Oui, et puis on fera un petit point vocabulaire sur Pinouf. Tu me diras comment tu le traduis en anglais d'ici là. Tu m'expliqueras tout. Allez, à bientôt tout le monde et n'hésitez pas à aller liker, partager, sharer et faire tout ça sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Salut, bye bye. Salut Charlie aussi. À très bientôt. Ciao. Bye.